Shalom Vracha, contrairement à la plupart des communautés juives qui prennent les Te'amim pour des signes de cantillation leur permettant de chanter la Torah, chez nous les Dordaïm ainsi que chez les Thémanim, les Te'amim ne sont pas des signes de cantillation, mais plutôt des signes marquant les accentuations et servant également de signes de ponctuation, permettant ainsi de découper les phrases en séquence. Ainsi, bien que nous utilisions un air spécifique pour lire la Torah, chez nous, chaque ta'am n'a pas forcément son ton ou note de musique. Prendre les te'amim comme signe d'accentuation et de ponctuation va avoir une conséquence sur la prononciation des mots à laquelle la plupart des juifs ne font pas attention. Je vais vous prendre comme exemple la mention de la pluie que nous insérons dans la deuxième bénédiction de la Hamiva. Si vous avez un sidour qui montre les Te'amim, vous pourrez retrouver la mention de la pluie sous deux versions. Dans certains sidourim, vous la retrouverez de cette façon, c'est-à-dire Mashiva Ruach Omoriva Geshem. Comme vous le voyez, j'ai mis la syllabe Ge de Geshem en rouge, car c'est la syllabe accentuée dans le mot. Comme je vous l'avais déjà expliqué, en hébreu, il existe deux accentuations majeures. Lorsque c'est la dernière syllabe qui est accentuée, ce qui est la majorité des cas en hébreu, eh bien l'accentuation est dit milra, c'est-à-dire depuis le bas. Autrement dit, nous sommes déjà en bas et tout d'un coup on va monter depuis le bas. C'est ce qu'on appelle donc milra. En revanche, certains mots sont plutôt accentués sur l'avant-dernière syllabe, ce qu'on appelle alors une accentuation mil'el, c'est-à-dire depuis le haut. Autrement dit, on est en haut et d'en haut, on va descendre. D'accord? On accentue en haut et puis on descend. Ce qu'on appelle donc mil'el. Il se trouve que dans la grammaire hébraïque, tous les mots séroleux sont accentués mil'el. Un mot séroleux, c'est un mot qui possède deux fois de suite la voyelle sérol à la fin du mot, exactement comme le mot hageshem. Donc, vous avez entendu, ha, c'est plat, et puis ge, on monte, hageshem, et puis on redescend. C'est donc mil'el, c'est accentué depuis le haut, et ensuite on descend. Hageshem, et non pas hageshem. Si vous dites hageshem, donc ça fait comme ça, ha, Ge, et puis après on monte Shem. C'est donc une accentuation qui est milra, depuis le bas. Hageshem, ça ce n'est pas correct. Il faut dire Hageshem. C'est donc le Ge qui sera accentué parce que c'est un mot séroleux. Et dans les mots séroleux, c'est l'avant-dernière syllabe qui est toujours accentuée. C'est pourquoi, dans les sidourim, pour indiquer que c'est à la syllabe Ge que vous devez donc placer l'accentuation, vous allez avoir un méfer sous la consonne guimel, à la gauche de la voyelle sérol. Si c'est ce que vous avez dans votre sidour, il vous faudra alors prononcer Mashiva Ruach ou Moriva Geshem. Mais dans d'autres sidourim, la mention de la pluie va plutôt se retrouver écrite dans la façon suivante. Mashiva Ruach ou Moriva Geshem. Comme vous le remarquez, la voyelle du guimel a changé et est devenue un qamas. Pourquoi? Tout simplement parce que une règle veut que lorsqu'un mot accentué mil'el termine une phrase, la voyelle courte accentuée dans cette syllabe devra être changée en une voyelle longue, généralement le qamas. Comme ici, où hageshem devient hagashem. Et dans ces cas, la barre verticale sous la consonne à la gauche de la voyelle n'est plus appelée méfer, mais silouk. Le silouk est le ta'am qui précède toujours le sof pasouk, c'est-à-dire fin du verset. Et signifie donc que c'est le dernier mot avant de conclure une phrase et passer à une nouvelle phrase. Vous avez donc compris que la différence entre hageshem et hagashem se situe sur la façon de considérer la phrase. Si pour vous, la mention de la pluie n'est pas la conclusion de la phrase,
mais devrait être suivi par une espèce de virgule, la prononciation correcte sera Hageshem. En revanche, si pour vous, la mention de la pluie constitue la fin de la phrase et devrait être suivie par une espèce de point, ce qui aura pour effet que ce qui vient juste après, à savoir Mechal kel haim bechesev, constitue le début d'une nouvelle phrase. Alors il faudra prononcer Hagashem. La deuxième conséquence de la prononciation que vous allez choisir est qu'il faut alors être cohérent dans la façon de réciter la suite. En effet, si vous récitez Hageshem, il ne faut pas prononcer la phrase comme si elle terminait une phrase. Et vous devrez plutôt enchaîner avec ce qui suit, c'est-à-dire Mashiva ruach umoriza geshem mechal kel haim bechesev. Donc vous voyez que je n'ai pas fait un arrêt conséquent entre Hageshem et mechal kel haim bechesev, puisque si vous allez prononcer Hageshem, c'est que vous considérez en fait que ce n'est pas la fin de la phrase et que ce qui vient après, c'est comme s'il y avait une espèce de virgule. En revanche, si vous récitez Hagashem, il faut prononcer la phrase comme on conclurait n'importe quelle autre phrase par un point, en marquant donc une pause avant de prononcer la phrase suivante, c'est-à-dire Mashiva ruach umoriza gashem mechal kel haim bechesev. Donc là, vous voyez que j'ai bien marqué un arrêt entre Hagashem et mechal kel haim bechesev. Vous devez savoir que ce sont des cas très fréquents en hébreu. Et ne pas savoir cela peut amener à des incohérences. Pour vous donner un exemple, avant de faire le Kiddush, nous récitons la Beracha sur le Yayin. Dans certaines communautés, la Beracha sera prononcée comme vous le voyez à l'écran, à savoir Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam Boré Peri HaGefen. Comme vous le remarquez, HaGefen est un mot stéroleux. Or, contrairement à Hageshem, où les deux possibilités existaient et sont valables, ici par contre, il est flagrant et évident que Hagefen est la fin de la phrase et n'est suivi par rien du tout, si ce n'est le Amen que répondront les autres convives. Par conséquent, on ne peut grammaticalement pas prononcer Hagefen, mais il faudra dire Hagafen, comme c'est le cas dans certains sidourim, dont celui de ma communauté. On dira donc Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam Boré Peri Hagafen, et non pas Boré Peri Hagefen, puisque ici le mot vigne se trouve tout à la fin de la phrase. Il n'y a donc pas de confusion quant à savoir si il faut prononcer le mot avec un sérol ou il faut le prononcer avec un kamas. Ce n'est pas la même chose que le cas précédent de la pluie, puisque le mot la pluie, Hageshem, dans la phrase où elle se trouve, il peut tout à fait être considéré comme étant la conclusion de la phrase, auquel cas on le prononcera Hagashem, tout comme il peut être pris comme étant au milieu d'une phrase suivie par quelque chose d'autre, auquel cas on le prononcera Hageshem. Mais ici, concernant la vigne, cette confusion n'existe pas, puisque la phrase n'est suivie de rien d'autre. C'est donc obligatoire, grammaticalement parlant, de le prononcer Hagafen et non pas Hagefen. Et enfin, une dernière chose. Cette règle dont je viens de vous parler, à savoir que lorsqu'un mot accentué mil'el est la conclusion d'une phrase, il faut alors que la voyelle courte accentuée devienne une voyelle longue, met en lumière l'inexactitude de la prononciation de l'hébreu moderne. En effet, en hébreu moderne, le patah et le kamas sont prononcés exactement de la même façon, à savoir A. Or, comme je vous l'avais expliqué sur mon ancienne chaîne supprimée par YouTube, le patah est une voyelle courte prononcée A, alors que le kamas est une voyelle longue prononcée O. Ne pas distinguer entre un A et un O rend caduque tout ce que nous avons dit dans cette vidéo et fait que les massorètes et autres étaient presque débiles d'avoir fait la distinction entre les deux. Pourquoi transformer un patah en un kamas si dans le fond les deux se prononcent de la même manière et il n'y a pas de différence entre les deux? C'est totalement illogique. Je vais vous le démontrer avec le Teilim 122.
si vous prenez donc le Télim 122 et que vous allez au verset 2 et 3, vous allez trouver quelque chose qui, si on n'applique pas les règles de grammaire, n'a aucun sens. Dans le verset 3, si vous prenez donc Jérusalem, que je vais mettre donc en évidence ici, vous allez remarquer quoi? Que Jérusalem, Yerushalayim, est écrit donc avec un patah sous le lamed. Yerushalayim, et donc le mot est accentué à la voyelle patah. Yerushalayim. Par contre, si vous regardez à la fin du verset 2, vous allez retrouver Jérusalem écrit différemment. Ici, vous allez voir donc que Jérusalem est écrit avec un kramas sous le lamed. Et vous voyez également donc ce qui n'est pas un méfer, mais un silouk, à la gauche de la voyelle kramas. Si vous prononcez un patah A et un kramas A, pourquoi les hachamim ont-ils fait cette distinction? Ça n'a aucun sens. En réalité, dans le verset 3, étant donné que Jérusalem commence la phrase, il va s'écrire de manière ordinaire, c'est-à-dire avec un patah sur le lamed. On prononcera donc Yerushalayim. Par contre, étant donné qu'au verset 2, Jérusalem conclut la phrase, c'est donc l'application de ce que nous avions dit précédemment. Et donc dans ce cas-ci, étant donné que nous avons un mot qui est accentué mil'el, qui conclut une phrase, on va appliquer la règle qu'on a vue, à savoir que la voyelle courte accentuée va être transformée en une voyelle longue. Or ici, le patah, c'est une voyelle courte. Puisqu'elle va se retrouver accentuée lorsque Jérusalem se trouve à la fin d'une phrase, le patah va être transformé en un kramas qui est une voyelle longue. C'est pour ça qu'on va prononcer ici, à la fin du verset 2, Yerushalayim. C'est pour ça que si vous ne savez pas distinguer entre un A et un O, ça va vous poser des problèmes et ça va faire en sorte que les règles de grammaire deviennent caduques et totalement insensées. Voilà pourquoi est-ce que, en fonction de l'endroit où vous allez placer le mot Jérusalem dans votre phrase, il faudra parfois le prononcer Yerushalayim, comme c'est le cas au verset 3, ou si c'est à la fin de la phrase, il faudra obligatoirement le prononcer Yerushalayim, avec un kramas O. Kol Tov, Hazak, Uvaruch.